Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Raphaël Métral, je suis agronome à Montpellier Supagro. Je travaille dans une équipe de recherche avec notamment Christian Gary qui a participé à cette étude en tant qu'expert et qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Donc je vais le suppléer sur cet exercice. Donc une étude qui a été commanditée par l'ITAB et qui se posait la question de savoir est-ce qu'on peut se passer du cuivre, comment protéger nos cultures en agriculture biologique en essayant de se passer du cuivre. Et donc c'était un travail qui dépassait la vigne, qui était sur plusieurs filières. Donc je vous ai fait une petite extraction, une petite synthèse sur la partie vigne. Je vais quand même passer quelques minutes à vous présenter quand même le contexte et la démarche de ce qu'est une expertise collective à l'INRA. C'est une mission qui est confiée à la recherche, qui sert à apporter des éclairages techniques, scientifiques à des questions posées par la société, par les politiques publiques, avec un double objectif, éclairer et participer au débat, donc là on est bien dans le sujet, et également identifier des besoins de connaissances et de recherche complémentaires, comme on a pu l'expliciter à l'instant sur le plan cuivre. Donc c'est bien ça, la définition de l'exercice. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une saisine extérieure qui est faite à l'INRA, doit être réalisée dans un temps limité, vous voyez, entre 18 et 24 mois, et qui s'intéresse à faire un bilan, on est bien dans un état des lieux des connaissances et des préoccupations, à travers une analyse de la littérature scientifique mondiale, avec un collectif d'experts. Donc, à travers cette expertise, l'objectif n'est pas de formuler des avis ou des recommandations, donc je n'apporterai pas la réponse à est-ce qu'on peut faire sans cuivre ou pas, mais des pistes, effectivement, qu'on pourra discuter. Et donc cette expertise qui s'est terminée il y a à peu près 1 an, qui a été présentée publiquement, qui est disponible, a fait l'objet donc de plusieurs rapports et synthèses qui sont disponibles avec certains résumés et certaines vidéos également disponibles. Je passe vite sur le collectif d'experts, vous voyez, donc 11 scientifiques sollicités avec des compétences multiples, pas que des gens de l'INRA, il y avait 3 extérieurs à l'INRA, et dans les différentes compétences scientifiques de l'agronomie, de l'agriculture. Je m'excuse, je vais un tout petit peu vite parce que mon exposé est un peu long, j'ai fait le choix de laisser un certain nombre d'informations qui pourront vous être utiles si vous consultez l'exposé par la suite et qui nous permettront éventuellement de revenir si on a des questions. Donc je ne vais pas passer forcément beaucoup de temps sur toutes les diapositives, vous m'en excuserez. Néanmoins, comme je vous le dis, il est nécessaire quand même de préciser un certain nombre de choses, que cette étude a permis de collecter 900 références qui sont citées dans le document, donc beaucoup plus ont été consultées. Ces connaissances autour de comment faire sans le cuivre en agriculture correspondent surtout à des publications qui sont plutôt récentes, après les années 2000, à travers une majorité d'articles scientifiques, mais pas que. Des textes réglementaires et des bases de données ont été également consultés pour réaliser ce rapport. 3 grands chapitres étaient représentés par ces études, et principalement liés à la notion de résistance variétale, des solutions de biocontrôle à travers les agents microbiologiques que l'on pouvait utiliser, et les stimulateurs des défenses des plantes. Et finalement, une première aussi conclusion, c'est que peu de travaux sur la combinaison de ces leviers. On verra que c'est sans doute par là que les solutions pourront aboutir. Donc le plan de la présentation va se faire principalement donc, pour étudier, je m'excuse, ça va faire un peu la liste, des différents leviers alternatifs aujourd'hui disponibles. Et comment on peut essayer de dépasser cette approche individuelle par levier à une approche plus systémique. C'est plus ma partie en tant qu'agronome également. Et un petit résumé des principales conclusions. Donc, avant de passer à ces différents leviers, comment sont-ils organisés ? Si on présente le cycle des parasites qui posent problème autour de l'utilisation du cuivre, donc on est sur principalement des champignons qui proposent donc des cycles estivaux, des survies hivernales et des combinaisons de cycles qui peuvent être plus ou moins nombreuses au cours de l'année, qui nécessitent la présence d'eau généralement pour leur développement. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti ? C'est qu'effectivement, on a un certain nombre d'alternatives liées à des biocides naturels que l'on peut imaginer utiliser, avec des substances de stimulateurs des défenses qui, vous le voyez, permettent de contrôler différentes phases du cycle du champignon, et c'est important de bien les connaître pour utiliser ces produits-là. On va s'intéresser également à montrer que des micro-organismes qui peuvent, donc cette partie plus organismes vivants,
antagonistes ou qui permettent de réduire des inoculums, par exemple, sur la conservation d'inoculums sur les litières, par exemple. La résistance variétale, en vigne, un sujet d'actualité également. Ensuite, un ensemble de leviers agronomiques qui est important de mentionner pour aller vers ces réductions d'usage du cuivre à travers donc, la gestion des litières, des procédés de protection, d'aération du couvert qui interviennent à différents niveaux. Et on pourra aborder aussi des choses autour d'un mélange d'espèces ou de variétés. Donc voilà, maintenant les résultats vont se décomposer à travers ces différents leviers dans un premier temps. Et je vous propose de regarder dans un premier temps ceux qui nous aident à faire de la substitution, qui sont les plus accessibles finalement, à travers les substances naturelles biocides pour commencer, qui sont des extraits de substances, d'extraits végétaux, de métabolites microbiens, pouvant être composés de mélanges ou de molécules purifiées, dont il faut bien le dire, les modes d'action sont souvent mal connus, c'est un constat, et qui inclut ici, pour noter, les substances de base, qui sont des substances qui n'étaient pas forcément destinées a priori pour le contrôle de la santé des plantes, mais qui peuvent être utilisées. Et donc quand on regarde ces éléments-là, qu'est-ce qu'il ressort? Alors les tableaux, comment sont-ils construits? J'avais mis en grisé ce qui ne concernait pas la vigne et en blanc ce qui ressortait pour la vigne. Donc du coup, je vois qu'à l'écran, ça ressort de la même façon, excusez-moi. Bon, néanmoins, non, c'est pas ça, c'est là. On voit qu'un certain nombre de composés peuvent exister qui sont recensés pour la vigne et le mildiou. Donc vous retrouvez effectivement parfois la vigne et le mildiou sur certains des composés ici. Donc ici, on en a 3, la prêle, l'écorce de saule, l'ortie par exemple. On peut citer des lécithines, mais également des préparations à base d'huile essentielle d'agrumes. Ça, c'est des choses qui commencent à être bien connues. Et des préparations qui, là, sont listées, vous voyez, comme étant celles homologuées et autorisées actuellement, dont on n'a pas toujours les produits commerciaux. Encore une fois, on n'a pas toujours l'information. Des préparations à base d'huile essentielle qui sont considérées et révélées comme étant à fort potentiel. Donc, on revient sur des huiles essentielles, notamment, par exemple, le thym, qui est cité pour la vigne. Alors pourquoi j'ai laissé les autres tableaux? C'est malgré tout des pistes qui peuvent être intéressantes, qui sont aujourd'hui explorées et publiées sur d'autres cultures, mais dont les usages ne sont pas forcément exhaustifs. Donc c'est parfois intéressant de regarder également ce qui se passe sur d'autres cultures. C'était le parti pris que j'ai pris ici pour vous présenter ces résultats-là. Côté autres métaboliques et préparation végétale à base de protéines, rien pour la vigne. Malgré tout des pistes et des choses qui peuvent marcher sur d'autres cultures. Sur des extraits phénoliques, on a on a des extraits à base de sauge pour la vigne ou des extraits de réglisse. Voilà. Mais là, encore une fois, vous voyez qu'on a des principes actifs qui commencent à être connus, des usages qui sont testés, expérimentés, mais pas toujours des produits commerciaux et disponibles. Donc on est bien sur des pistes d'avenir éventuellement. D'autres produits végétaux divers sont cités et qui ressortent pour la vigne, des extraits de yucca, des extraits d'ail, des extraits de margousier, d'huile végétale, etc., mais qui ne sont pas toujours disponibles et homologués encore. Extraits de métabolites microbiens, pour certains interdits en Europe pour l'instant, mais qui ne concernent pas la vigne, ou des lipopeptides bactériens qui sont cités sur des mildious de la vigne, par exemple, mais d'autres productions légumières. Donc en résumé, sur les biocides naturels, on peut dire que peu de spécialités aujourd'hui sont certes homologuées et efficaces, on peut quand même en lister 5. Certaines sont des pistes prometteuses à très prometteuses, au nombre de 8, avec, j'ai redisposé les différentes catégories d'huiles essentielles, d'extraits végétaux, de métabolites microbiens. On peut signaler malgré tout des freins souvent à l'innovation autour de ces produits-là avec des compositions complexes et des modes d'action qui sont souvent mal connus, je l'ai déjà dit. On peut citer, les experts ont relevé la question de la propriété intellectuelle aussi, qui peuvent être parfois des soucis à l'innovation pour diffuser des produits. Deuxième catégorie que je propose d'aborder, les micro-organismes utilisables en agriculture biologique. Donc on parle de micro-organismes comme étant effectivement des êtres vivants en interaction écologique avec des notions d'hyperparasitisme, d'antibiose ou de compétition pour les nutriments pour l'espace qui conduisent effectivement à interférer avec le pouvoir pathogène de la maladie en question. Beaucoup de produits homologués en France, un seul sur la vigne et qui ne concerne pas forcément le mildiou.
Donc bon, les auteurs ont quand même fait le parti pris de citer ce qui existe pour la vigne, encore une fois, au nom de toutes les pistes d'efficacité n'ont pas forcément été explorées. Donc c'était une façon aussi quand même de montrer ce qui était disponible, où en était la recherche. Des produits homologués ailleurs en Europe, hein, le Sérénade, plus cité sur l'oïdium de la vigne, par exemple. Des produits homologués hors Europe, mais qui concernent très peu la vigne, ou tout du moins dont les usages n'ont pas été cités et identifiés comme étant spécifiquement pour la vigne. Donc ce sont des pistes de travaux qui sont en cours. Et donc, vous voyez sur ces aspects-là, en résumé, pas d'usage du cuivre couvert en vigne sur ce type d'organisme et de solution, avec un défaut d'information sur certains produits et des règles d'homologation variables suivant les pays qui peuvent aussi changer les choses, mais une recherche active, malgré tout, qui a besoin de compléments importants sur les conditions d'emploi, les efficacités et la compatibilité avec d'autres produits. Et voilà, la notion de gérer du vivant avec du vivant, bon, vous voyez tout de suite que c'est une autre façon de voir les choses. Donc j'en ai fini sur ces aspects alternatifs et produits de substitution, et on va rentrer maintenant sur d'autres gammes de produits, de leviers, pardon, avec la notion des résistances des plantes. On ne pouvait pas passer outre sur la vigne. La résistance des plantes, bon, se base sur effectivement la création et le déploiement de variétés résistantes, qui est une méthode très intéressante pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires en général, et particulièrement pour le cuivre et pour la vigne. On peut citer deux grands types de résistances sans rentrer dans la génétique, des résistances qualitatives qui sont souvent monogéniques, et des résistances quantitatives, plutôt polygéniques, non spécifiques, parfois partielles, mais souvent plus résidentes. Un corpus bibliographique analysé ici qui sur 422 articles primaires identifiés, 66 ont été retenus. Et on voit que sur ces articles, bon, c'est pas la vigne qui arrive en tête, hein, seulement 20 publications sur la vigne sur ces questions-là. Le pommier et la tomate sont beaucoup plus étudiés, la tomate et la pomme de terre sont plus étudiés. Sur la vigne, néanmoins, il existe un grand nombre de gènes de résistance au mildiou qui ont été identifiés. Qui vont être introduits dans les programmes de sélection et qui nécessitent de gérer des contournements qui peuvent être déjà décrits pour certains de ces gènes. Et l'idée de pyramidage, d'assemblage de plusieurs sources de résistance pour limiter les contournements de ces produits-là. Et donc aujourd'hui, si on regarde le niveau de résistance des variétés qui sont cultivées, là encore une fois, la vigne est très en retard parce que vous voyez que la barre rouge qui est finalement la médiane du niveau de résistance des variétés actuellement cultivées, sur la vigne, elle est très faible. On est un peu plus de 1 sur l'échelle de 1 à 9, qui contrairement à d'autres, j'ai mis les deux autres, le pommier et la pomme de terre, où on voit deux choses, c'est que les niveaux de résistance peuvent être plus élevés en médiane aujourd'hui dans les variétés utilisées, mais surtout qu'ils disposent de variétés disponibles en termes de résistance plus élevés, et la vigne est très pauvre aujourd'hui dans les variétés disponibles sur des niveaux de résistance plus élevés. Cette résistance, si elle est très intéressante, pose la question de sa gestion dans sa durabilité. On ne plante pas de la vigne comme on plante des salades pour 3 mois, donc c'est important effectivement de rentrer dans cette gestion-là, avec des dilemmes pour les sélectionneurs qui doivent composer un pyramidage, un choix de gènes de sélection aux résistances, et aux agriculteurs qui doivent prendre conscience de cela pour organiser cette résistance et la conserver à travers, on y reviendra, des pratiques parfois agronomiques importantes. Je passe peut-être sur ces notions de génétique pour arriver à la multirésistance. Pour arriver à mon point 4 sur les leviers qui concernent les stimulateurs de défense naturelle des plantes. Là encore, un corpus bibliographique assez faible. 30 articles de synthèse ont été retenus et qui se base aussi énormément sur un réseau mixte technologique, Elicitra, qui témoigne de la dynamique et de l'envie, de la motivation, de la mobilisation de différents acteurs de la recherche et du développement à étudier cette piste des éliciteurs de défense. 2 sont retenus autour des mildious, avec des efficacités qui vont de 30 à 70%, et qui peuvent faire l'objet de produits aujourd'hui commerciaux et utilisables,
mais qui, vous voyez, effectivement, nécessitent d'additionner d'autres pratiques pour arriver à des efficacités satisfaisantes pour le viticulteur. On peut en citer d'autres, avec des efficacités, là encore une fois, partielles, qui nécessitent d'associer différents leviers et différents produits, parfois. Des extraits de levure, des extraits d'oligosaccharides, des chitosanes, des extraits de pénicillium. Là, pour le coup, la vigne est assez bien représentée dans les pistes de recherche et de maladies ciblées et qui sont travaillées pour développer ces produits. En résumé, 6 produits SDP semblent avoir un effet partiel, certes souvent moins efficace que le cuivre, mais qui ont des effets prouvés et testés sur la vigne. Des résultats qui peuvent être parfois contradictoires, je ne rentre pas dans le détail. On a parlé des phosphites, un SDP à part, là non plus, je ne rentre pas dans les détails. Et malgré tout, je vous le disais, des recherches actives, mais seuls les SDP ne remplaceront pas le cuivre, mais peuvent permettre d'en réduire les doses, parfois fortement. Un petit chapitre sur les préparations isothérapiques et homéopathiques qui font partie également des leviers qui ont été identifiés, mais pour lesquels très peu de publications sont disponibles, avec des méthodes proches, voilà, on parle de biodynamie. Bon, très peu, voire pas de références scientifiques. Voilà, c'est 2-3 pages dans la synthèse, des efficacités faibles à très faibles et des références très rares. Après avoir fait ce panorama sur les différents leviers de substitution de produits utilisables, je passe maintenant à des notions de gestion agronomique des risques phytosanitaires qui font partie des leviers qui seront indispensables à mettre en œuvre, et notamment les méthodes prophylactiques que l'on connaît, mais qui est parfois bon de remettre un peu en perspective, dont le but est de réduire les contaminations primaires en jouant sur la disponibilité d'inoculum et de l'agent pathogène, avec l'élimination des réservoirs, la limiter la survie et les apports exogènes d'inoculum. Alors, on a regardé en priorité dans cette expertise les méthodes utilisables en AB. Le cas le plus étudié est celui de la pomme et de la tablure du pommier, avec les actions sur le broyage, l'enfouissement, l'évacuation de litière de feuilles, source de conservation de l'inoculum. On pourra y revenir pour la vigne, pourquoi pas. Autre levier prophylaxique, donc la protection physique contre les infections, de réduire effectivement, d'induire des climats défavorables aux infections, d'empêcher l'accès des micro-organismes, des parasites aux organes sensibles. On pourra citer des serres, des abris, des bâches anti-pluie, des abris anti-grêle en production fruitière et des bâchages des tas de déchets par exemple. Réduire les protections anti-pluie qui sont assez intéressantes pour réduire les durées de limitation d'organes sensibles, d'empêcher la contamination par les éclaboussures par contre. Et donc c'est des publications et des résultats qui ont montré des efficacités intéressantes à bonnes également sur le milieu de la vigne. Je regarde également, si vous voulez, la conduite des plantes et des couverts, qui est également aussi un élément de gestion du système qui permet de maîtriser l'architecture des couverts. Mais bon, la viticulture connaît bien cela sur le mode de conduite, qui favorise ou non la réceptivité de certaines zones de la plante, qui permet de modifier le microclimat également, qui permet le développement de maladies. Et donc, cette gestion de l'architecture peut également s'envisager par la génétique, au-delà de la simple conduite du couvert et de la plante. Je cite ici l'association de mélanges variétaux comme étant des effets barrières qui sont cités et reconnus comme efficaces dans d'autres cultures comme la pomme de terre ou la tablure du pommier. Et donc on est en mesure de se poser la question, est-ce que ce sont des leviers qu'on peut mobiliser pour la vigne? Des associations de cultures aussi en mélange interspécifique semblent efficaces mais encore très peu utilisées. Peu utilisées malgré qu'elles soient bien adaptées pour la notion de valorisation, de promotion de la biodiversité. En conclusion sur ces aspects gestion des risques phytosanitaires, comme on l'a dit, la prophylaxie donc, semble bien fonctionner sur la gestion des litières, notamment sur les fruitiers, apparemment pas employée en viticulture. Donc les auteurs se posent la question pourquoi. Des systèmes anti-pluie qui peuvent être assez efficaces, mais effectivement des limitations. Le pourquoi, c'est effectivement entre autres le coût, également l'acceptation sociale
a été citée, notion d'artificialisation de nos parcelles. Donc certes des leviers mais des manques, effectivement, l'architecture des couverts, la gestion des génotypes favorables, architecturalement favorables ou défavorables aux infections, des associations végétales, semblent effectivement des pistes qui permettront d'associer ces méthodes-là avec du biocontrôle. On peut citer également l'agroforesterie dans ce chapitre-là, qui apporte aussi certains éléments de durabilité. Comme je disais, ces leviers qui peuvent paraître un peu pris de façon individuelle et qui ont été présentés comme ça dans l'expertise ont fait l'objet également d'un paragraphe important sur comment améliorer leur combinaison et aller vers une approche plus systémique des choses à travers, effectivement, que si des leviers ont des efficacités partielles et qui impliquent donc une intégration, on s'aperçoit que, vous voyez tout de suite, que les modes d'action des différents leviers n'agissent pas sur le même cycle, au même moment, de la même façon sur le cycle des parasites. Et c'est bien ça qui fait leur intérêt dans leur association. Mais force est de constater que très peu d'études ont été publiées, et rarement dans des revues scientifiques. 2 sources d'informations néanmoins ont été recensées à travers des projets européens de collaboration entre équipes de recherche, et également à travers des initiatives du plan éco-phyto national, à travers la promotion d'expérimentation de systèmes innovants qui peuvent effectivement explorer cette approche système, qui doivent explorer ces approches système. Alors très peu d'études, mais malgré tout des fortes tendances, et l'utilisation de la résistance et des résistances est une clé importante. La prophylaxie, on la connaît tous plus ou moins, mais il s'avère qu'elle est souvent peut-être un peu négligée, qu'elle a une place importante si on veut pouvoir améliorer les outils alternatifs du biocontrôle dans leur efficacité et leur performance au sein du système viticole. Souvent associés à des outils d'aide à la décision qui eux aussi sont de plus en plus performants dans la connaissance des maladies, des épidémiologies, des risques d'infection, qui permettent une gestion optimale, qui sont souvent rappelés pour la vigne. Dans cette approche système, je citais simplement un exemple de résultat conduit par l'INRA de Bordeaux sur un dispositif que vous connaissez peut-être qui s'appelle Raisin Bio et qui teste des systèmes alternatifs à la protection intégrée à travers l'utilisation de résistance et d'un système bio, où l'on voit que sur la notion d'IFT, donc d'indice de fréquence de traitement, ici la pratique bordelaise de référence, et on voit que l'expérimentation à travers la notion de résistance réduit fortement les IFT, donc un levier très important par rapport au bio et à l'intégré, qui aussi ont des performances qui peuvent être plus intéressantes et plus performantes que le système classique, avec les différents leviers de prophylaxie, d'outils d'aide à la décision, d'adaptation des doses, de réduction, d'amélioration des qualités de la pulvérisation, sans rentrer forcément directement sur un levier unique qui est la résistance ici présentée. Alors de manière plus générale sur cette expertise, donc une masse malgré tout considérable d'informations a été consultée, plus de 24 000 articles pour en retenir 2500 et citer que 900. Sur la vigne un peu moins, vous l'avez vu. Donc une recherche qu'on peut quand même qualifier de plutôt très active, mais également répartie sur les différents leviers et plutôt sur des alternatives plutôt que sur des systèmes d'intégration. Et donc l'idée aussi, le message qui est porté par ce collectif d'experts est d'aller vers effectivement une perspective certes de substitution, mais également de reconception de nos systèmes qui s'envisagent effectivement peut-être à plus long terme, avec des potentiels à exploiter, à conforter. Donc pour revenir sur les solutions, on voit que sur des effets biocides, 13 produits ont été qualifiés à fort potentiel sur la vigne. En lutte microbiologique, 0 pour l'instant, et des SDP 6, avec des développements à entreprendre sur la formulation, l'aide à la décision. Certes, j'y reviens pas. Donc pour se passer du cuivre, on a certes des marges de manœuvre qui peuvent être relevées comme considérables sur des réductions de doses possibles, des systèmes expérimentaux qui montrent des efficacités, alors selon les composantes qui les sous-tendent, leur contexte, leurs objectifs, dont effectivement il n'y a pas une viticulture ni un contexte viticole en France, bien au contraire. Et donc du coup, dont la généralisation demande une adaptation au contexte, je viens de le dire, mais également des différentes filières, avec des coûts d'adoption qui doivent être évalués, effectivement, et qui ne sont pas forcément ceux qui sont les premiers critères
d'efficacité pris ici dans l'analyse. Et à travers ça, ce sera ma dernière diapo, j'espère pas avoir dépassé trop le temps, je n'ai pas le chronomètre sur l'écran. Avec des prototypes à imaginer, qu'est-ce que propose l'expertise? Effectivement, c'est d'aborder effectivement cette notion de reconception de mon système à travers 3 étapes. Une étape d'amélioration de l'efficacité, de la substitution, voire de la reconception. Et on peut voir que des prototypes autour de la réduction des doses de cuivre, de la substitution partielle qui va donc associer d'autres leviers, des leviers donc de substances naturelles, de SDP, d'OAD, permettront effectivement d'améliorer les pratiques pour espérer aller vers un prototype qui peut être testé dans sa perspective de 0 cuivre. Et quand je parlais des expérimentations à Bordeaux autour des cépages résistants, la nouvelle dynamique de réseau qui s'est mise en place, dans lequel participeront Montpellier, Bordeaux et Colmar, vont tester un prototype 0 cuivre avec des variétés résistantes et pour lequel on souhaite conserver la durabilité de ces résistances en utilisant des produits de biocontrôle parce que les variétés résistantes doivent être traitées également et surveiller effectivement l'évolution des parasites, mais pour lequel on se fixe un objectif d'aller vers du 0 cuivre en associant l'ensemble des leviers qu'on a exposés. Je m'excuse de mon débit de parole peut-être un peu rapide, et je vous présente simplement les auteurs qui sont présents ici, et je vous remercie de votre attention.